Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette première vidéo d'une nouvelle série consacrée entièrement à la reine du crime, Agatha Christie. En effet, j'ai décidé de commencer cette nouvelle série où je parlerai chronologiquement, par ordre de sortie, des romans d'Agatha Christie, en commençant bien sûr par le numéro 1, La mystérieuse affaire de Styles, sorti en 1920. Donc je vais vous en parler à ma façon, avec mon ressenti et mon avis personnel que j'ai eu sur l'enquête et les personnages et comment ils sont traités et leur histoire. Je n'ai absolument rien tiré d'internet ou de Wikipédia ni rien de ce genre. J'ai pris aucun autre avis, c'est juste le mien, juste mon avis tiré de ma lecture et mon ressenti sur ça, là-dessus. Par contre, je vais tout de suite vous mettre une alerte spoil. Je ne vais pas faire de partie sans spoil ou de partie avec spoil pour ceux qui n'auraient pas lu encore La mystérieuse affaire de Styles. Je vais en parler sans filtre. Voilà, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas lu encore et vous ne voulez pas vous faire spoiler, sortez tout de suite de cette vidéo. Pour commencer, je vais vous lire la quatrième de couverture que j'ai ici. Alors, lorsque la richissime Emily Indlethorpe est retrouvée empoisonnée dans son manoir de Styles, les soupçons se portent rapidement sur son très jeune mari, Alfred Indlethorpe. Mais le verdict paraît trop évident au colonel Hastings, qui décide de faire appel à son vieux compagnon Hercule Poirot. Ce dernier met alors tout en œuvre pour découvrir qui pourrait profiter le crime, à qui pourrait profiter le crime. Car il y a aussi les beaux enfants de Madame Indlethorpe et Cynthia, la protégée de la défunte. Tous auraient pu se procurer la strychnine fatale. Donc c'est la dernière version, il me semble, achetée aux éditions du Masque et traduction révisée par Thierry Arson. Donc je vous ai concocté une petite présentation des personnages un à un. On va commencer tout simplement par Emily Indlethorpe, la victime évidemment, comme dit dans la quatrième de couverture, ce n'est pas un spoil pour l'instant, c'est la victime, c'est une vieille dame d'environ 70 ans, elle est intelligente et généreuse, elle donne sans compter dans des associations caritatives, elle fait d'ailleurs plusieurs soirées pour ça, mais elle donne sans compter mais attend qu'on lui renvoie l'ascenseur. Voilà, elle ne donne jamais pour rien. Malgré sa générosité, elle ne comptait pas se laisser abuser. C'est une vieille dame avec un fort caractère. Passons ensuite à son beau-fils, le plus âgé, John Cavendish. Il est le fils adoptif d'Emily Indlethorpe, voilà, dont elle avait épousé son père. Elle a épousé son père et élevé comme son fils. C'est un pur Anglais, voilà. Inquiet du qu'en dira-t-on, il a des difficultés à exprimer ses sentiments et est dépourvu d'imagination. Ça, maintenant, passons à sa femme Mary Cavendish. Femme de John Cavendish, c'est quelqu'un d'intelligent et de vif d'esprit. Elle passe son bonheur et sa liberté avant tout le reste, même avant son mari. Le frère de John Cavendish, Lawrence Cavendish, fils adoptif voilà, d'Emily Indlethorpe, petit frère de John. Il a mené des études de médecine et arrivé au bout du compte a abandonné ce métier pour préférer faire de l'art. Voilà, c'est un artiste raté finalement, dont les vers ne font pas forcément mouche. Il est hypersensible, un peu mou et pas très intelligent. Passons maintenant au mari d'Emily Indlethorpe. Dans la quatrième de couverture, c'est marqué c'est vraiment un jeune mari, mais jeune par rapport à elle, puisqu'il a 5 ans de plus que John Cavendish, donc c'est-à-dire qu'Alfred Indlethorpe a une cinquantaine d'années. Voilà, récent mari d'Emily Indlethorpe, beaucoup plus jeune qu'elle, d'une vingtaine d'années. Voilà, quelques mois seulement, 2 mois je crois, qu'il s'est lié à elle. Cousin d'Evelyn Howard, un personnage dont je vais parler juste après. Il est considéré comme un filou et un charlatan qui n'en veut qu'à l'argent de sa femme. Tout le monde le déteste. Et donc passons à Evelyn Howard, la cousine d'Alfred Indlethorpe. Elle travaille pour Madame Indlethorpe, quelqu'un d'honnête et franc qui dit ce qu'elle pense sans filtre. Elle déteste bien plus que tous les autres son cousin Alfred Indlethorpe, pour une raison inconnue. Passons maintenant à la petite protégée de Madame Indlethorpe, c'est Cynthia Murdoch. Elle est divorcée d'un avocat véreux qui a fait faillite et donc la pauvre s'est retrouvée à la rue et a été recueillie en quelque sorte par Madame Indlethorpe et elle travaille à l'hôpital local. Je pense en tant qu'infirmière ou un truc équivalent, ça n'a pas été tellement précisé.
Rapidement, nous avons aussi un personnage que j'estime quand même assez important dans le sens où il revient vraiment régulièrement sans avoir une importance énorme. Elle est quand même là et elle donne pas mal d'informations. Il s'agit de Dorcas. Dorcas, c'est une servante qui est là depuis très longtemps avec Madame Hindlethorpe, fidèle à la famille et complètement fiable, même si c'est pas forcément une flèche. Passons au dernier personnage que j'estime parmi les personnages principaux importants, c'est le docteur Bauerstein. Là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo pour le docteur Bauerstein, j'ai bien cherché sur internet. Eh ben, inconnu au bataillon, apparemment, c'est un fameux toxicologue venant de Londres. C'est une sommité dans la toxicologie, une référence dans son domaine. Et qu'est-ce qu'il fout là? On ne sait pas. C'est une connaissance de Madame Hindlethorpe. Donc c'est le tout premier né d'Agatha Christie et évidemment la première apparition de Hastings et de Poirot. On va commencer par, si vous ne le connaissez pas, Hastings. Ici, Hastings, dans ce premier livre, a 30 ans, puisqu'il dit que John Cavendish a 45 ans et donc 15 ans de plus que lui. Donc il a 30 ans, un jeune homme qui est encore à l'armée, il est honnête et insouciant. Et c'est de son point de vue interne qu'est écrit ce roman. Nous voyons vraiment tout ça à travers ses yeux. Hastings est absolument incapable de réprimer ses sentiments. Mais il rattrape ce défaut grâce à son sens de la diplomatie. Sympathique et de bonne compagnie, il prend plaisir à enquêter avec Poirot. Il prend vraiment plaisir, ça lui tient vraiment très à cœur. Et Poirot qu'il tient évidemment en haute estime. Il a du potentiel, Hastings, mais il manque cruellement d'imagination. Le fait qu'il bute parfois sur la vérité, eh bien ça aide notre Poirot à avoir les bons raisonnements. Passons maintenant à Hercule Poirot. Moi qui passe mon temps à comparer le Hercule Poirot de Sophiana par rapport au vrai Hercule Poirot, eh bien que donne cette première apparition? Ça m'a étonné un petit peu parce que on voit Hastings parler de Poirot comme une personne déjà un peu âgée et ça m'a quand même étonné parce que j'estime cette première apparition de Poirot à il devrait avoir, alors c'est absolument pas dit dans aucun roman, on ne sait l'âge de Poirot, mais là je pense, voilà, c'est une estimation personnelle, qu'il a une petite quarantaine d'années, voilà, autour de la quarantaine à peu près. Bref, on voit déjà tous les côtés de Poirot qu'on lui connaît dans ce premier opus. Le personnage était déjà très bien construit. Il est maniaque, logique, il a conscience de son intelligence et de ses petites cellules grises bien actives. Il est adepte de la psychologie et c'est toujours un aimable gentleman. Il prend absolument tout en compte jusqu'aux plus petits détails insignifiants pour mettre en place un scénario logique. Et déjà, lors de sa première apparition, lorsque Poirot a besoin de réfléchir, et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça, j'ai regardé une Sophiana imaginaire à côté de moi, je lui ai fait chais. Lorsque Poirot a besoin de réfléchir, là, ce qui s'est passé une ou deux fois dans la mystérieuse affaire de Styles, il se pose au calme et il fait un château de cartes, ce qui l'aide à se concentrer et donc à réfléchir. Jamais il va prendre le bus ou s'aérer les petites cellules grises, non, il se pose au calme. Depuis le tout début de son histoire, voilà, c'est comme ça. Et ça me fait bien plaisir de mettre un gros chais à Sophiana qui n'a absolument rien compris à ce personnage. Donc c'est un Poirot blessé, à la jambe il me semble, expatrié de Belgique où il était chef de la sûreté à Bruxelles. Il s'est installé avec d'autres de ses compatriotes à Styles Sainte-Marie où il retrouve son ami Hastings et par la suite l'inspecteur Japp de Scotland Yard qu'il connaissait apparemment déjà d'avant. Donc l'intrigue en résumé et rapidement, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Notre cher capitaine Hastings est invité à Styles Court par John Cavendish parce que les potes c'est quand même vachement sympa. Comble du hasard, son ami Hercule Poirot, un expatrié belge blessé à la jambe, se trouve également dans le coin à Styles Sainte-Marie, comme quoi le hasard fait quand même super bien les choses. Un matin très tôt, alors que Hastings est déjà installé depuis quelques jours à Styles Court, un grand et soudain bruit se fait entendre dans la chambre d'Emily Hindlethorpe. Fermée et attelée de l'intérieur par toutes les portes, impossible de rentrer quand finalement ils y arrivent, bien la victime est voilà sur son lit, prise de convulsions, la mort déjà bien présente et inéluctable. Bref, c'est la merde et la vieille est décédée. Tous les soupçons se tournent évidemment, comme dit dans la quatrième de couverture, vers le mari Alfred Hindlethorpe parce qu'apparemment tous les indices, tous les éléments pointent vers lui. Donc tout le monde crie au meurtrier en le désignant du doigt, Hastings inclus. Et voilà que notre Poirot finit par venir sur la scène appelé au secours par Hastings.
avec l'avis de John Cavendish évidemment. Donc il mène son enquête et un peu avant la fin, il s'arrête. Il s'arrête, impossible pour lui de trouver ce qu'il veut, aucun élément n'incrimine directement son coupable. Après une intense hésitation, Poirot décide de ne rien faire en sachant très bien qui a commis le crime. Tout ça, il le sait, il sait qui est le meurtrier, pourquoi il sait tout, mais il lui manquait simplement l'indice compromettant, voilà l'indice, l'élément qui pointe directement vers le coupable. Parce que c'est bien beau de le savoir, mais s'il n'a pas de preuves qui montrent que c'est lui le coupable, il peut rien faire. Donc il décide de laisser la police arrêter son suspect, c'est-à-dire John Cavendish, le beau-fils aîné. S'ensuit alors son procès que nous avons dans le détail, ce qui, de tête, je pense, est assez rare dans un Agatha Christie. On voit assez rarement un procès se dérouler aussi dans le détail, de manière aussi complète. Finalement, comble du miracle, Hercule Poirot, grâce à une remarque d'Hastings, une observation d'Hastings, arrive enfin à trouver l'élément qu'il lui fallait, la preuve irréfutable qui désigne vraiment le vrai coupable. Et là, alerte spoiler, je vais parler du coupable. Il s'agit évidemment d'Alfred Indlethorpe, le coupable si évident au début qui a été rejeté finalement par Poirot. Et nous allons apprendre par la suite pourquoi et je n'en dirai rien. Et donc Poirot a bien trouvé la preuve irréfutable contre Alfred Indlethorpe, qui peut maintenant être arrêté pour le meurtre de sa femme. Alors je n'ai pas révélé le pourquoi du comment, ni l'enquête dans le détail, tout simplement parce que j'estime justement que c'est ce qui fait le sel des romans d'Agatha Christie, non pas pourquoi l'assassin a tué sa victime, mais c'est comment il l'a fait, et comment Poirot enquête et en vient à découvrir le coupable. Et donc pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui ne l'ont pas lu, je n'en dirai rien. Ce que je vais faire à chaque fois, à chaque roman d'Agatha Christie que je vais lire, donc à chaque vidéo que je ferai à chaque fois comme celle-ci, je ferai une petite frise comme celle-là, avec découpé, avec le roman qui est découpé et qui montre vraiment le scénario d'Agatha Christie et son procédé. Donc vous pouvez voir que il y a 13 chapitres. Chapitre 1 est bien découpé en 3 parties encore elles-mêmes. Voilà, la première page, comme vous pouvez voir, c'est la présentation d'Hastings. Les pages suivantes, c'est la présentation des personnages. C'est très carré, c'est tac, tac, tac. C'est vraiment très, très, très carré. Il parle à John Cavendish qui lui présente absolument tous les personnages, à quoi ils ressemblent, leur profil psychologique. Et ensuite, il passe à Styles. Hastings arrive à Styles. Et là, on a la présentation de Styles. On a le décor qui est planté. Donc, rien qu'en le chapitre 1 est découpé en 3 parties. Hastings, la présentation des personnages et le décor. On arrive au chapitre 2 et c'est le moment fatidique où le drame va arriver. Vous sentez vraiment, on sent vraiment que c'est la soirée où il va se passer quelque chose. Tout le monde est posé. Madame Indlethorpe dit bon ben je suis un peu fatigué, je vais me coucher, je vais faire ma soirée dans mon coin. Et là elle monte et là on sent, je saurais pas vous dire pourquoi, mais une sorte de tension. Voilà, moi qui ai l'habitude de lire des romans policiers, des polars, etc. On sentait quand même dans l'ambiance qu'il allait se passer quelque chose et que c'était justement le moment à retenir où il fallait se rappeler de qui faisait quoi, qui était où et tous les détails. Pour arriver au chapitre 3, évidemment, la mort de la victime. On a le grand bruit, tout le monde se précipite à sa chambre. Ils arrivent à défoncer la porte, je crois qu'ils la défoncent. Je sais plus s'ils la défoncent ou s'ils l'ouvrent avec une clé finalement. Enfin bref, ils ouvrent la porte. Et là, on a Madame Indlethorpe dans son lit, prise de convulsions, empoisonnée à la strychnine. Et voilà, ça ne sert qu'à la découverte de la victime. Pour passer au chapitre 4, Hastings se rappelle que son ami Poirot est à Styles Sainte-Marie avec ses compatriotes belges et propose à John Cavendish, comme c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et un éminent détective déjà, pas connu, mais Hastings connaît son intelligence et lui dit bon ben j'ai un pote, il est super intelligent, c'est un bon détective, vas-y je l'appelle. Et il dit ok. Donc Poirot entre en jeu et commence son enquête, et là vous pouvez voir l'enquête jusqu'au chapitre 10, donc
Comme je l'ai dit précédemment, je ne vais pas détailler vraiment cette enquête parce que c'est ce qui fait le sel d'Agatha Christie, c'est comment Poirot enquête et on découvre au fur et à mesure le comment du pourquoi le meurtrier a fait ça, quel plan il a monté, comment il a fait, etc. Je ne vais pas vous gâcher ce plaisir, donc pendant 5 chapitres, vraiment 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 chapitres, voilà, je compte sur mes doigts, je suis nul en maths. Donc il enquête comme ça. Ensuite, comme je l'ai dit, il s'arrête faute de preuves, faute de cet élément décisif qu'il n'a pas pour accuser Alfred Inglethorpe. Et donc le chapitre 11, comme vous pouvez le voir, il s'agit tout simplement du procès de John Cavendish que la police a arrêté. Il a été trouvé des preuves accablantes contre lui en fouillant un peu dans sa chambre. Et là donc passe un procès affreusement accablant et assez pénible à lire en sachant que ce n'est pas lui. Et donc pour arriver aux deux derniers chapitres, chapitres 12 et 13, voilà, comme je suis extrêmement bon à Photoshop, j'ai découpé comme il fallait, je voulais faire 13 parties et au moment de terminer je me suis rendu compte que c'était que 12, mais comme les deux derniers chapitres c'est les réunions explicatives de Poirot, j'ai décidé de les réunir, c'était pas gênant. Donc le dernier élément, Poirot arrive à le trouver finalement, et je ne vous dirai pas ce que c'est parce que là j'ai été sur le cul déjà, ça j'avoue que cet indice là je ne l'ai pas vu arriver, et à mon avis personne ne l'a vu arriver. Il découvre ce dernier élément, ce qui le mène évidemment à faire sa mythique réunion qu'il fait déjà dans ce premier roman d'Agatha Christie, la fameuse réunion explicative où il rassemble tout le monde dans une pièce et lui dit « Toi t'es de la merde, toi t'es de la merde, toi t'es de la merde, mais vous avez pas tué car le tueur c'est lui ». Voilà, il fait déjà ça. Et évidemment, c'est déjà fait d'une main de maître, avec pas autant, je trouve, de suspense. On l'attend et on kiffe toujours ce genre de réunion de fin de roman, mais là, il y a beaucoup moins de suspense parce qu'il s'arrête plus sur la femme de John Cavendish, où il dit vraiment, je vous dirai pas quoi, parce que sinon c'est gâcher votre plaisir si vous ne l'avez pas lu. Mais voilà, il s'arrête sur un personnage, peut-être deux, mais il en arrive quand même assez vite au vrai meurtrier, donc à Alfred Inglethorpe. Et ensuite, pour terminer, il y a encore 2-3 détails qu'Hastings n'avait pas compris, donc il lui explique, et fin du roman. J'espère que cette petite frise vous a plu, je vais m'étendre un petit peu plus. Ça m'a complètement fait penser au deuxième roman de Sophiana, c'est-à-dire La mort à ses raisons. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, lien en description, va la voir. Donc une vieille dame riche, toute sa famille plus ou moins vit chez elle et semble heureuse de son sort, et d'un coup, paf, la vieille, elle crève. Sans doute possible, c'est forcément un membre de la maisonnée qui l'a assassinée. Et c'est Agatha Christie finalement qui a lancé cette mode, ce type classique de scénario, c'est à elle qu'on le doit. Donc évidemment, la mystérieuse affaire de Styles est 1000 fois mieux que La mort à ses raisons, qui est très mauvais par bien des aspects. Encore une fois, va voir la vidéo si tu l'as pas lue, elle est bien. Même si nous n'avons pas toutes les cartes en main, toutes les informations pour pouvoir avoir le même cheminement que Hercule Poirot dans son enquête, même si j'estime qu'on en a à peu près 90%, il y a certains éléments qu'il a découverts, mais il n'en parle qu'à la fin, donc on n'a pas tous les éléments qui pourraient nous faire penser à la même chose que lui. Nous pouvons tout de même, j'estime, faire nos petits pronostics, nous faire une idée quand même assez précise. Moi-même, j'ai pu sans problème procéder par élimination, écartant un à un au fil de ma lecture les habitants de Styles. Même si Agatha Christie tente plusieurs fois de donner une raison à chacun de mal agir, de lui donner vraiment des vrais problèmes, je trouve que c'est jamais vraiment une raison suffisante pour eux de tuer. C'est le seul reproche que j'ai à faire. Voilà, tous les habitants de Styles sont contrariés ou torturés par quelque chose, chacun pour une raison différente, et leur histoire s'inscrit parfaitement avec celle du meurtre, rendant l'histoire plus complexe et intéressante que jamais. Car en plus du meurtre, ils ont chacun leurs propres problèmes à gérer par-dessus ce meurtre qui ont poussé l'un d'entre eux à tuer. Et c'est la question qu'Agatha Christie nous a posée, et je trouve que c'est, encore une fois je me répète, parfois un peu léger. Et voyons donc ces problèmes que j'ai résumés un à un. Je vais commencer par John Cavendish. Donc pour John Cavendish, donc c'est le seul vraiment à être en couple, du coup il a des problèmes de couple. Nous apprenons que monsieur va voir ailleurs forcément, car il pense que sa femme ne l'aime pas, et qu'elle a une liaison avec le docteur Bauerstein, dont je n'ai toujours pas de photo.
désolé. Alors qu'en fait, comme il est anglais, il n'exprime pas ou très peu ses sentiments envers sa bien-aimée. Du coup, rien de tout ça n'est vraiment une raison pour tuer. Il pense que sa femme ne l'aime pas, du coup il va voir ailleurs, rien à voir avec sa belle-mère finalement. Donc on ne tue pas sa mère parce qu'on a trompé sa femme. Voilà, elle a rien à voir là-dedans la pauvre. Passons maintenant à sa femme Mary Cavendish, cette fois j'ai une photo, ce qui nous mène donc à sa femme, c'est évidemment le même problème. Elle voit son mari s'éloigner d'elle, qui n'exprime pas son amour pour elle, il s'éloigne, elle a clairement vu qu'il allait voir ailleurs, mais cependant, même si elle côtoie d'assez près le docteur Bauerstein, elle ne l'a pas trompé, elle fait juste genre, elle apprécie bien le médecin. C'est un peu du flirt de base, en fait, mais elle a touché à rien. Elle finira par la suite par se confier à Hastings, révélant tout simplement qu'elle veut être libre, que son mari ne l'aimant pas, elle aime pas faire bonne figure pour rien, elle veut partir de Styles et continuer à vivre sa vie librement. Ce n'est pas son genre de faire semblant éternellement. Donc encore une fois, pourquoi tuer sa belle-mère? Parce que son mari ne l'aime pas. À mon avis, Emily Indletorp l'aurait nettement laissé partir parce que c'est son mari qui l'a trompée elle. Donc elle était complètement légitime et à mon avis, Madame Indletorp ne se serait pas courroucée outre mesure sur elle à ce propos. Donc ce n'est pas encore une fois une raison de la tuer. Donc pour moi, elle a été très vite balayée. Et même si elle a mis des somnifères pour endormir sa belle-mère et Cynthia, elle a une petite magouille pour protéger son mari parce qu'elle sentait que c'était la merde autour de lui. Voilà, on lui pardonne, elle a rien fait de mal et c'est un très bon personnage. Maintenant, le petit frère de John, Lawrence Cavendish. J'avoue que pour Lawrence Cavendish, j'ai eu des doutes quand même assez longtemps car c'est le personnage finalement où on a le moins d'informations parmi tous les autres. Mais son explication de possible alibi ne venant pas, j'ai fini par l'exclure par défaut parce qu'on n'avait à peu près aucune explication possible. Agatha Christie nous a bien montré qu'il aime se déguiser et jouer des rôles et que à tel point même que Dorcas nous a même dit que qu'il n'est absolument pas le même. Elle ne l'a pas reconnu. Donc là, je me suis dit, il s'est peut-être déguisé pour aller chercher, enfin voilà, parce qu'une histoire de déguisement dans le roman. Mais là encore, bon, c'est tout ce qu'on a. Je me suis dit, ça fait trop léger, il n'y a rien d'autre là-dessus. Donc, bon, ça peut être pour l'argent, mais bon, là, il vivait à Styles, ses besoins étaient remplis. Donc là, encore une fois, pas tellement une raison. Donc, comme je l'ai dit, il est mou, peu intelligent et pour moi il n'aurait pas été capable d'élaborer un plan pareil. Maintenant, Cynthia Murdoch. Je n'ai pas tellement réfléchi à son cas non plus dans le sens où on n'en savait non plus pas tellement. Elle n'avait aucune raison de tuer Emily Indletorp, au contraire, elle avait plutôt intérêt à ce qu'elle reste en vie, dans le sens où elle est sa protégée et elle dépend complètement d'elle, même si elle travaille à l'hôpital, elle doit se faire un peu d'argent, à mon avis pas suffisamment pour être se loger, nourrie, blanchie, etc. Ce que fait Madame Indletorp en l'ayant invité à Styles, elle est logée, nourrie, blanchie par la victime, et n'étant pas sur son testament, tout simplement, elle n'a aucune raison de tuer sa bienfaitrice. Dorcas, vite fait, c'est la bonne, quoi, elle travaille pour elle, c'est un personnage adorable, aucune raison de tuer sa patronne. Le docteur Bauerstein, il y a eu un petit délire sur lui au cours de l'enquête, mais bêtement, quand on réfléchit à sa situation, c'est un fameux toxicologue londonien, un médecin, en gros. Qu'est-ce qu'il fout là? On sait pas, mystère, de l'argent, alors j'imagine qu'il en a bien plus qu'il n'en faut pour un médecin londonien. Donc il a aucun mobile de près ou de loin. Alors j'ai dit précédemment qu'il s'était rapproché de Mary Cavendish, la femme de John, donc au pire il veut la ken, mais c'est tout, et encore c'est pas une raison pour tuer sa belle-mère, voilà, il aurait peut-être pu tuer au contraire John Cavendish pour avoir sa femme, mais c'est tout, donc là... bon, le mec a une histoire d'espionnage aussi sur sa gueule au cours du roman, mais bon, le mec s'appelle Bauerstein, c'est un nom allemand et c'est en pleine guerre, alors bon, comprenez, voilà, il est allemand pendant la guerre. Evelyn Howard maintenant. Evelyn Howard, je la trouve assez particulière. Voilà, son cas est assez particulier. J'ai rarement été aussi dubitatif sur un personnage. Je ne savais pas trop quoi en penser, tant par son apparition que sa personnalité. Elle est constamment dans l'excès. Elle haït Alfred Indletorp, mari de la victime, plus que tout autre personnage et de manière vraiment tonitruante.
Et en n'étant pas de la famille, je me suis d'abord dit, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Déjà, qu'est-ce que ça peut lui foutre un attachement pour avoir un attachement pour la famille et certaines choses tiennent à cœur là, ok, mais là clairement c'est pas son problème que ça l'attriste et qu'elle ne l'aime pas, ok, mais à ce point évidemment que c'était louche. Et puis Evelyn s'en va. Vers le début du roman, Evelyn s'en va et du coup, par son absence, eh bien, à un moment, je ne l'ai pas suspecté, comme tout le monde évidemment. Quelques pages avant la mythique réunion, pouf, elle réapparaît et il y a un détail qui m'a frappé, c'est que j'avais complètement oublié qu'Evelyn Howard était la cousine d'Alfred Hindlethorpe. Et là, quand je me suis souvenu de ce détail vers la fin, donc ayant quasiment tous les éléments en tête avant toutes les explications de Poirot et tout, juste après le procès, entre le chapitre 11 et 12 de toute façon, ça m'a frappé et je me suis dit, bon, elle déteste son cousin de manière tonitruante. Admettons que justement que c'est fait exprès, admettons qu'elle mente. Admettons qu'elle mente et qu'en fait elle l'apprécie. Et ben ça change tout. Admettons qu'elle se soit alliée avec Alfred Hindlethorpe pour tuer sa femme. Ça change tout. Ça change absolument tout. Et donc j'étais parti là-dessus, mais vraiment à la toute dernière minute. J'ai pas relu certaines scènes avant, je m'étais pas remis en tête les éléments dans le détail, je me suis dit que c'était plausible, mais sans en être certain, sans chercher non plus à comprendre, parce que c'était la fin de ma lecture et que je voulais vraiment terminer ce livre pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je me suis dit que c'était une possibilité et qu'ils avaient été un peu écartés assez vite au début du roman, aussi bien Alfred que Evelyn. Et donc c'était pour moi clair que ce meurtre a été perpétué par deux personnes parce qu'il se passait tellement de choses à plein de moments qu'une seule personne n'a absolument pas pu faire ça toute seule. Donc en pensant à Alfred, en pensant à Evelyn, évidemment que ça m'est apparu, dommage que ça ne me soit apparu que vers la fin. Venons maintenant à Alfred Hindlethorpe, le coupable. J'avoue que je l'ai pas vu venir comme Evelyn, seulement vers la fin. En fait, lorsque j'ai écarté tout le monde faute d'alibi, j'ai dû reconsidérer certains personnages, notamment Cynthia, dont on ne savait pas grand-chose, Evelyn Howard, dont on ne savait aussi pas grand-chose, et Alfred Hindlethorpe, qui a été écarté hyper vite. John, Mary, Lawrence, Dorcas et le Dr. Bauerstein étant pour moi entièrement hors de cause. Je ne vous révélerai pas le pourquoi du comment, comme je l'ai dit, le plaisir de Agatha Christie, c'est le procédé, et non pas pourquoi qui l'a tué. Donc parce que c'est pour le pognon qu'il l'a tué, hein, il n'y a pas de mystère là-dedans. Pourquoi j'y ai pensé? Parce que c'était mes dernières alternatives. Pour moi, Cynthia, c'était non, impossible qu'elle ait tué sa bienfaitrice, et qui y restait? Eh bien, Evelyn et Alfred, tout simplement. Pourquoi, comment, je n'en savais rien, mais le fait est que c'était l'un des deux ou les deux. Pour conclure, voilà un excellent début pour ce qui deviendra la reine du crime. Elle nous fait partir dans toutes les directions et possibilités, même si ça n'était pas parfait. La plupart des personnages sont soupçonnables et ont des choses à se reprocher, ce qui rend l'histoire aussi simple que complexe. Et d'ailleurs, seule Agatha Christie sait faire ce genre d'histoire, une base simple, mais avec une histoire complexe. Donc là, on avait une famille dans un manoir, avec juste une vieille qui meurt, avec tout le monde qui est censé s'apprécier. Voilà, et par la suite, quand on en apprend plus, c'est l'histoire qui devient complexe. Et c'est ça qui rend ces intrigues toutes plus fascinantes les unes que les autres. La prochaine fois, j'attaquerai son deuxième roman. Évidemment, vous savez déjà lequel si vous êtes des fans d'Agatha Christie et que vous savez à peu près l'ordre et les dates. Il s'agira de Mr. Brown, sorti en 1922. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas encore comment j'appellerai cette vidéo. Est-ce que j'appelle ça une analyse? Est-ce que j'emploie un autre nom? Je ne sais pas encore. Vous le verrez dans le titre parce que j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez tout ce que vous voulez. Facebook, Twitter et Instagram dans la description. J'ai aussi une page Babelio et un glyphe au pseudo Alisterka. Et en attendant la prochaine vidéo sur Mr. Brown, je fais un peu de jeux vidéo pour combler et parce que ça m'amuse beaucoup. Merci à tous et à la prochaine chez Alister.